Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine. Pas mal d'actualités, notamment au niveau carte graphique, vu qu'on a eu deux lancements de cartes graphiques milieu de gamme, ce que beaucoup de gens attendaient depuis de très nombreux mois. Bon, c'est peut-être pas les lancements les meilleurs au monde. La RTX 3050, ça va encore, mais la RX 6500, vous allez le voir, ça a plutôt été compliqué. Vous avez une thème des matières dans la description ainsi que sur la barre de lecture. Commençons tout de suite. Du coup, commençons cette semaine-ci par une mini-review du Xiaomi Redmi Note 11. C'est un smartphone d'entrée de gamme de la part de chez Xiaomi, qui est normalement vendu à peu près 160 euros. Après, comme d'habitude, il y a toujours ce truc avec Xiaomi, quand ils lancent quelque chose, un smartphone, une tablette ou autre, il est toujours moins cher au tout début pour inciter les gens à l'acheter et aussi pour donner l'impression dans les reviews qu'il coûte moins cher, mais en fait ça coûte plus cher, donc faites attention à ça. Dans tous les cas, c'est un smartphone d'entrée de gamme avec pour spec, pour information, un écran de 6,43 pouces. Il a un Snapdragon 680, un capteur principal de 50 mégapixels avec d'autres capteurs moins intéressants que franchement vaut mieux ignorer. On a 4 ou 6 Go de GDDR, je vais dire, de RAM. Nous avons aussi une batterie de 5000 mAh qui est plutôt pas mal. Et l'écran aussi d'ailleurs de 6,40 pouces est AMOLED, ce qui est plutôt vraiment bien pour ce prix-là, 160 euros, et il peut monter jusqu'à 90 Hz. Et il a aussi une assez bonne luminosité parce qu'il peut monter jusqu'à 1000 nits au maximum. Donc ça pourrait permettre de faire tourner de l'HDR 10 pour information. Donc c'est genre vraiment bon. Maintenant, est-ce que le smartphone est bon? Alors, le truc c'est une mini-review, hein, comme d'habitude dans ces Texama Show aussi, c'est que honnêtement, j'avais pas envie de faire une vidéo dédiée sur un smartphone comme ça parce que déjà, je commence à être un petit peu, pas ennuyé, mais ça devient de plus en plus, comment dire, répétitif avec Xiaomi, je dirais. C'est que ils sortent énormément de smartphones et ils font des petites upgrades. Vous voyez, c'est toujours des petites upgrades, petites upgrades. D'ailleurs, ce Redmi Note 11 est techniquement déjà sorti en Chine, mais avec un Dimensity 700, il me semble, de chez MediaTek, qui était un meilleur processeur d'ailleurs. Et pour la version internationale, qui est du coup sortie plusieurs mois après, ils ont changé totalement le processeur utilisé ici vers justement ce Snapdragon 680. Et je dirais que c'est soit le point fort ou le point faible de ce smartphone, parce que le Snapdragon 680 est pas non plus une énorme upgrade. Et c'est ça que je dis que Xiaomi continue de ressortir des smartphones avec à peu près le même design. Hein. C'est genre, si vous regardez au niveau du design, c'est toujours le bouton power au même endroit. Je pourrais vous mettre des images d'un autre smartphone Xiaomi. Vous n'y verrez aucune différence, franchement. Le capteur principal, toujours un peu plus mis en avant au-dessus. C'est toujours à peu près le même design. Et il change juste un petit peu l'intérieur. Donc ce Snapdragon 680, comme j'ai dit, c'est soit son avantage, soit son désavantage, selon ce que vous allez en faire, parce que c'est pas le plus puissant. C'est en gros une version upgrade du Snapdragon 665. Qu'on a vu notamment dans la nouvelle Galaxy Tab, pour ceux qui se souviennent. Et c'est genre, c'est pas un processeur hyper impressionnant, franchement. Il fait le job, surtout pour l'entrée de gamme, mais il commence à être vieux, donc c'est pour ça qu'ils ont fait le 680. Et le 680 est gravé en 6 nanomètres, donc il est plus efficace au niveau énergétique, mais basiquement au niveau performance, il reste très similaire. Donc ça veut dire que ce smartphone n'est pas le plus impressionnant au niveau performance, surtout comparé à la concurrence. Mais par contre, il se débrouille bien au niveau batterie. Et en plus, il a une batterie de 5000 mAh. Donc ça va plutôt bien de pair ici, avec aussi l'écran AMOLED qui, évidemment, peut permettre de consommer moins d'énergie si vous utilisez un thème noir. Donc ça, c'est un avantage. Mais le désavantage, encore une fois, c'est que la concurrence fait mieux pour le même prix. Si vous prenez par exemple les Helios G95 ou G96 de chez MediaTek, sont bien meilleurs pour, par exemple, jouer à des jeux vidéo. Ils ont un meilleur GPU. Donc, si vous êtes vraiment intéressé à aussi jouer sur votre smartphone, et il y en a qui le sont, je sais que tout le monde n'est pas adressé par ça, mais si vous l'êtes, c'est pas un smartphone pour vous. Clairement, moi, je vous le dis. Donc là, ce serait pour moi un bon smartphone pour quelqu'un qui est en mode « Oh, je veux quelque chose de vraiment pas cher et qui tient bien. » Maintenant, le truc, c'est que quelqu'un qui veut quelque chose de vraiment pas cher, mais qui tient dans le temps, est-ce que ce serait forcément aussi un bon choix pour vous? Parce que le problème aussi avec Xiaomi, c'est qu'ils sortent tellement de smartphones qu'ils updatent pas forcément tous les smartphones. Ils font des updates des fois, ce qui est cool, mais pas toujours. Et par exemple, ici, il est sorti avec Android 11
On est en 2022, il devrait avoir Android 12 inclus par défaut dessus. Surtout que c'est un nouveau processeur, le Snapdragon 680. Il n'y a pas beaucoup de smartphones qui l'ont encore pour le moment. Donc, ils auraient pu en profiter, vu qu'ils doivent le supporter avec la version d'Android qu'ils ont sortie. Ils auraient pu en profiter pour aller vers Android 12, en fait. Donc, j'ai pas trop compris ça, personnellement. Je pense que ça aurait été plus logique de le sortir avec Android 12. Même si évidemment Android 11 reste toujours très bon, mais ça vous montre juste que c'est peut-être pas le meilleur choix pour être un peu future-proof. Maintenant, passons aux news de la semaine avec la première news qui va plutôt réjouir pas mal de personnes, c'est que le prix des GPU a commencé à diminuer et j'ai pu le voir personnellement aussi. J'ai commencé à avoir quelques cartes juste diminuer un petit peu au niveau prix, voir quelques offres assez intéressantes. Et aussi, surtout, il y a plus de stock, on dirait. Je pense que c'est dû au fait que fin d'année, évidemment, beaucoup de gens intéressés par acheter des cadeaux, faire un nouveau PC et tout ça. Et puis, à partir de janvier, ben, tout retombe. C'est les soldes et tout ça. Les gens n'ont pas l'argent forcément pour ce genre de choses. Surtout pour une carte graphique qui est 2 fois plus chère que ce qu'elle devrait coûter. Et du coup, je pense qu'on a ces deux effets qui se sont combinés. On a aussi la production de GPU qui est toujours en constante, en tout cas ils essaient de toujours augmenter celle-ci pour essayer d'en avoir le plus possible, donc yep, ça a donné une baisse de prix. Est-ce que cette baisse de prix va continuer pendant tout 2022? Honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. J'espère, ce serait génial, mais je ne sais pas. Donc là, vous avez un graphique d'ailleurs, ça c'était la première baisse qu'on avait eue, si vous vous souvenez, en 2021. À un moment où j'avais même pas me parler, j'avais dit « Oh, ça commence à baisser ». Il n'y a plus qu'à attendre un petit peu et puis finalement c'était reparti à la hausse, donc voilà. Donc on verra bien. Ça c'est un petit peu les prix d'ailleurs en ce moment. C'est un excellent graphe de vidéocards ici. Vous avez les prix en euros sur plein de sites, notamment Case King, Alternate et tout, qui sont des assez bons sites de hardware, moins cher que LDLC, en tout cas que tout le cartel LDLC, donc ça vous donne des meilleures idées des prix. Et notamment, il y a quelques modèles qui ressortent pour moi. Même à l'heure actuelle, si vous devez acheter une carte maintenant tout de suite et vous en avez vraiment besoin, un modèle en particulier que je vois ressortir, c'est la 6700 XT. Je l'ai vu chez Alternate, Belgique, je ne sais pas si c'est le cas en France, je l'ai vu à 799€ la version Red Devil de chez Power Color. C'est une bonne carte. Genre c'est leur top, les Red Devil. Et normalement, elle serait vendue... La 6700 XT serait vendue un peu plus de 500€. Il me semble qu'ils le disent, voilà, $479, donc un peu plus de 500€. Et la Red Devil serait vendue plus cher, forcément, vu que c'est le haut de gamme. Donc elle serait vendue pratiquement 600€. Donc ça veut dire qu'elle est 200€ plus chère en temps normal. Ce qui est une grosse augmentation. Mais par rapport à tout ce qu'on voit à l'heure actuelle, c'est pas mal. Parce que, par exemple, la 1070, la 3070 plutôt, elle est 2 fois plus chère que son prix normal. Donc... par rapport à tout ça, c'est pas une mauvaise offre. C'est l'équivalent d'une 2080 Ti en termes de performance, avec 12 Go de RAM et tout. Elle est vraiment pas mal. J'aime vraiment bien cette 6700 XT, honnêtement. Donc, yep. S'il y en a qui sont vraiment intéressés, c'est une option. Du côté d'NVIDIA, c'est là où c'est plus compliqué. Pour moi, je vois la 3060 Ti ressort pas mal. Elle est des fois vraiment beaucoup moins chère par rapport à la 3070, tout en étant assez proche. Pas exactement, mais assez proche. Donc c'est peut-être une bonne option. La 3500, ignorez-la, franchement. Et puis les autres, c'est juste... enfin, c'est obscène comme quantité d'argent. Donc, yep. On verra bien. Mais surveillez en particulier, selon moi, les 6700 XT et les 3060 Ti. Parce qu'elles sont déjà plus intéressantes niveau prix. Donc si ça baisse, c'est celles-là, à mon avis, qui seraient les plus intéressantes à acheter aussi. Après, dites-vous que si ça baisse au niveau prix... y a de fortes chances que beaucoup de gens les achètent et que du coup ça ne fasse plus baisser les prix. Donc yep. Ensuite, en parlant toujours de GPU, nous avons Samsung qui a annoncé son Exynos 2200 avec un GPU AMD à l'intérieur. Donc ça, c'était quelque chose qu'on avait parlé plusieurs fois pendant l'année 2021, que j'étais plutôt impatient et nous y voici. Donc ce Exynos 2200 devrait être lancé officiellement dans les Galaxy S22 qui seront normalement annoncés, il me semble, le 9 février, il me semble un truc dans le genre, et qui devrait être disponible fin février. Donc on verra bien à ce moment-là ce que ça donne. Un truc toutefois, par contre, c'est qu'il y a déjà eu des leaks dessus et apparemment pas le plus intéressant. Genre
déjà le CPU, forcément les Snapdragon font mieux, mais le GPU serait pas aussi bon qu'espéré. Ils ont dû réduire la fréquence notamment, et apparemment se dire que les performances sont pas forcément meilleures, et la consommation est juste pas forcément meilleure non plus. Donc, yep, faudra voir. J'étais assez étonné de cette news parce que un truc que les gens semblent oublier, c'est que les GPU AMD en ce moment consomment moins que les GPU Nvidia et ils sont plutôt efficaces au niveau énergétique. Genre, ils sont vraiment efficaces. Le meilleur exemple, c'est qu'on le verra un peu après, mais la RTX 3050 consomme plus qu'une RX 6600 alors que la RX 6600 est beaucoup plus performante. Donc, c'est juste pour vous indiquer le niveau d'efficacité que peut atteindre AMD au niveau GPU en ce moment. Et pourtant, mais visiblement, dans les smartphones, les GPU smartphones sont encore plus efficaces au niveau énergétique, ce qui m'étonne un peu parce que, genre, AMD fait des GPU depuis de très nombreuses années, donc vous pourrez se dire qu'ils ont quand même pas mal d'expérience. Designer un GPU qui consomme, enfin, qui est extrêmement performant, vous force à designer un GPU qui est extrêmement efficace au niveau énergétique, en fait. Si vous voulez atteindre ce niveau de performance sans que le truc soit une centrale nucléaire, il vous faut designer quelque chose de très efficace. Ça se voit d'ailleurs avec, selon moi, un peu les puces M1 de Apple. C'est qu'elles ont des très bonnes performances, mais ça se voit que si Apple voulait avoir encore plus de performances pour vraiment rattraper les tout gros CPU qui existent, il sera obligé de sacrifier l'efficacité énergétique, en fait. Et mettre encore plus de cœur, encore plus de fréquences. Donc, j'étais assez étonné. Après, on peut aussi le voir dans l'autre sens, que les constructeurs de GPU mobiles ont énormément d'expérience là-dedans et qu'ils ont optimisé à fond leur GPU, tout simplement. Et c'est tout à fait valable aussi. Donc ouais, on verra bien ce que ça donnera quand les Galaxy S22 seront sortis. Je suis impatient. C'est enfin un petit peu de mouvement dans le domaine des GPU mobiles parce que, à part les GPU Mali et les GPU qu'on voit dans tout ce qui est Snapdragon, il n'y a rien en fait. Évidemment, Apple a leur propre GPU, mais c'est seulement sur iPhone, donc c'est plutôt ennuyant ces derniers temps. On devrait avoir aussi une upgrade pour ceux qui se demandent de GPU. Enfin, une grosse upgrade plus que CPU cette année-ci, notamment sur tout ce qui est Snapdragon. Donc visiblement, enfin, les constructeurs de smartphones réalisent que oui, c'est bien d'avoir un CPU hyper puissant, mais peut-être que les CPU sont assez puissants à l'heure actuelle. Il serait peut-être temps d'upgrade un peu le GPU pour faire tourner des tâches qui ne peuvent pas tourner sur un CPU, donc tout ce qui est jeu et tout ça, ou même tout ce qui est accélération GPU. L'accélération GPU, c'est un énorme domaine. Pour moi, si vous êtes constructeur CPU, GPU, vous devriez mettre votre argent sur les GPU. Genre CPU, c'est plus forcément l'avenir. Le GPU, c'est beaucoup plus dans l'avenir. Ensuite, on a une petite news rapide sur Windows 11 qui continue de recevoir des updates. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent, est-ce que ça vaut la peine de passer sur Windows 11 ? Moi, je dirais toujours d'attendre. Je dirais qu'en fait, si vous n'avez pas besoin d'une fonctionnalité de Windows 11, et il n'y en a pas non plus énormément qui sont vraiment nécessaires pour beaucoup de gens, n'upgradez pas pour le moment. C'est pas grave. Vous pouvez attendre, vous ne perdrez pas votre upgrade gratuite et tout. Il n'y a aucun problème. Mais si par contre vous êtes intéressé, il y a une de ces fonctionnalités qui arrive bientôt et c'est notamment les apps Android qui devraient arriver en février pour information. Et ça, c'est quelque chose que j'attends depuis pas mal de temps parce que ça a été un des gros points mis en avant avec l'arrivée de Windows 11 et puis ils ont dit « Oh, ça arrivera plus tard ». Et du coup, ça a pris du temps, mais on y arrive enfin. Et selon moi, ça, c'est quelque chose qui est très intéressant pour beaucoup de gens vu que jusqu'à maintenant, faire tourner des apps sur Android sur Windows, c'était de bricolage. Il existe des programmes, mais je vous les déconseille, franchement. Il y en a, c'est limite des adware, des spyware et tout ça. Vous pouvez faire aussi tourner le truc développeur de Google, mais c'est un truc développeur. Donc, le mieux, c'est d'avoir un support natif. Il y aura toujours des limitations. Je vous rappelle que ce support d'app Android sera fait à travers Amazon. Donc, c'est du coup seulement les apps qui sont disponibles sur le store Amazon. Il y en a quand même pas mal, vu que ce sont quand même des apps natives de chez Android quand même. Donc, vous pouvez facilement prendre une app qui tourne sur le Play Store et la mettre sur le store d'Amazon. Mais c'est juste pour vous dire, ce ne sera pas forcément toutes les applications, mais quand même pas mal. Et du coup, ça devrait permettre aussi de donner un petit peu plus de vie à des PC portables pas très puissants. Vous permettre de jouer à des jeux dessus.
parce que les jeux mobiles sont designés pour tourner sur des grippins, franchement. Donc ça pourrait être bien de pouvoir faire tourner des petits jeux mobiles sur votre ordi portable ou sur votre ordi qui, voilà, n'est pas le plus puissant. Bon, après, évidemment, Windows 11 requiert un PC récent techniquement, donc c'est un peu contradictoire quand on y pense. Et en plus, ça requiert un PC récent à cause de Microsoft. Il n'y a aucune raison pour laquelle on aurait besoin d'un PC récent pour faire tourner Windows 11, parce que c'est basiquement la même chose que Windows 10. Mais bref. Prochaine news concerne YouTube, avec YouTube qui va arrêter son programme YouTube Original. Si vous ne savez pas ce que c'est un programme dans lequel ils investissent énormément d'argent pour créer des shows uniques à YouTube et qui sont après diffusés gratuitement en réalité. Avant, c'était diffusé seulement pour YouTube Premium, mais depuis, ils ont rendu accessible à tout le monde, donc ça, c'est plutôt cool. Mais ils vont l'arrêter au final. Donc, c'est un petit peu comme Netflix qui fait leur propre show ou Apple TV qui fait leur propre show. C'est pour attirer des gens sur la plateforme. Et selon moi, c'était une idée intelligente. C'est une bonne chose à faire. Maintenant, le problème, c'est que c'était pas forcément fait de la meilleure façon possible. Et le tuer maintenant, genre tuer le programme maintenant est juste stupide en fait. C'est genre... Ça montre la mentalité Google. Vous voyez, Google essaye quelque chose, ça ne marche pas tout à fait. Et du coup, Google est en mode, oh, ça marche pas tout à fait. Et il vient de s'activer sur mon téléphone, génial. Oh, on arrête. Allez, on drop tout. Allez, ça ne marche pas. Et c'est toujours le problème avec Google. Des fois, ils sont très proches d'y arriver. Et puis, ils abandonnent tout. Et c'est juste stupide, en fait. Donc, on peut dire que YouTube Original rejoint juste le cimetière de Google à ce niveau-là. Ce qui est, selon moi, vraiment stupide parce que au début, ça a été bien parti. Vous aviez, par exemple, des séries comme Scare PewDiePie, notamment, ou même d'autres séries avec des gros YouTubers qui permettaient vraiment d'apporter une qualité supplémentaire. Parce que le truc avec YouTube, c'est que c'est un risque pour un YouTuber, vous voyez, de faire un énorme show. Parce que vous n'avez aucune garantie que ça va rapporter derrière. Donc vous êtes obligé soit de trouver des sponsors, et du coup là ça devient un sponsor de partout, et ça enlève à la qualité, honnêtement. Genre vous regardez un truc, puis ils sont en mode ouais, n'oubliez pas d'aller voir je ne sais pas quoi, VPN. Ça se fait souvent. J'ai déjà fait, hein, je suis responsable aussi. Mais ouais, ça enlève à la qualité du show si c'est sponsorisé de partout. Du coup, avec l'avantage de YouTube Origin, c'est que YouTube était en mode voilà un budget, faites un truc YouTube, quoi, un truc qui fait YouTube, mais encore meilleure qualité. Et du coup, ça permettait vraiment d'avoir des trucs de qualité. Tout n'était pas de qualité, mais ça avait bien démarré. Et puis après, le problème, en fait, que je vois, c'est que ils ont commencé à donner de l'argent pour, par exemple, des gars comme Will Smith. Genre, j'ai rien contre Will Smith, mais Will Smith n'a pas besoin de l'argent de YouTube pour faire des shows de haute qualité sur YouTube. Donc, c'était juste une manière de le payer pour qu'il reste sur YouTube ou autre chose. Donc, j'ai pas trop compris ce genre de logique, personnellement. Et aussi, selon moi, ils auraient peut-être dû donner des budgets à des youtubeurs qui le méritaient plus, en fait. Des youtubeurs que ça se voit que si tu leur donnes un budget, ils vont te faire un truc de malade. Et il y en a plein comme ça. Il y en a vraiment plein. Rien que, par exemple, le joueur du grenier, je suis sûr, vous lui donnez un énorme budget, il peut vous faire un truc vraiment incroyable. Et il y en a encore plein d'autres. Y penser et tout ça. Enfin, il y en a tellement. Et ça, c'était juste au niveau FR, mais il y en a tellement aussi au niveau anglais et tout. Pour moi, il y avait un énorme potentiel. Mais YouTube a juste mal exploité ce potentiel. Et puis maintenant, ils sont en mode « Oh, ça marche pas aussi bien qu'on l'espérait. On abandonne tout. » Donc, c'est certainement aussi pour se reconcentrer sur les shorts. Je vous rappelle que YouTube est toujours intéressé de faire des shorts, apparemment. Pas les shorts, le vêtement. Hein. Les YouTube shorts, ce sont l'équivalent... Enfin, c'est pour concurrencer TikTok, basiquement, parce que TikTok est en train de foutre une misère à YouTube, hein, si vous ne savez pas. Alors, évidemment, YouTube a toujours sa place, surtout sur les contenus éducatifs et les contenus plus long format, mais tout ce qui est contenu vidéo courte, TikTok est en train de foutre la misère à YouTube. Vraiment. La plupart des gens maintenant, ou plutôt la plupart des contenus courts au niveau vidéo, sont beaucoup plus regardés sur TikTok que YouTube. Et les gens regardent en moyenne plus TikTok que YouTube maintenant pour ce genre de contenu. Donc ça veut dire que YouTube a un énorme concurrent pour la première fois depuis très longtemps. Et du coup, ils ont un petit peu peur. Et ils ont raison d'avoir peur. Parce que c'est eux qui ont aidé à créer TikTok au final, selon moi. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais le truc c'est qu'avec YouTube, c'est qu'ils avaient déjà
TikTok. Ils avaient déjà des contenus au format court. Moi, je me souviens de YouTube en 2013, juste avant qu'ils changent pour favoriser le watch time. La plupart des contenus étaient très courts. Les gros YouTubeurs faisaient des vidéos de 2 minutes des fois. Même pas 2 minutes. Même, j'ai déjà vu beaucoup de vidéos d'1 minute. Même PewDiePie, à une époque, il en a fait. C'est juste pour vous dire. Et puis YouTube était en mode, non, ça va pas. Pas assez de watch time. C'est des vidéos trop faciles. Ça réduit la qualité de YouTube ou je ne sais quoi. Et du coup, ils ont tellement nerfé ça au niveau monétisation qu'il n'y avait plus aucun intérêt de le faire. Et du coup, tout le monde a commencé à faire la fameuse vidéo de 10 minutes. Qui maintenant est 8 minutes d'ailleurs, pour ceux qui se demandent. C'est 8 minutes, le temps minimum pour mettre une pub en plein milieu de la vidéo. Donc quand vous voyez des vidéos de 8 minutes, c'est souvent pour viser ça. Alors c'est pas une mauvaise chose que les youtubeurs font, c'est juste... Voilà, des fois ils sont juste motivés à atteindre ce 8 minutes. Et donc, ils ont détruit ça en fait. Et du coup, après vous avez Vine qui a genre vraiment augmenté en popularité. Et puis Vine s'est fait détruire. Parce que racheter et puis juste fermer, ce qui était stupide, mais bon. Et puis, il y a eu un peu des années troublées où il n'y avait pas vraiment d'endroit pour le contenu court. Et puis, vous avez TikTok qui a commencé et là, ça a explosé, franchement. Il y a eu aussi les années des stories qui ont un peu compensé, je pense, pour le manque de Vine. Et puis là, TikTok a décollé et yep. Et le truc, c'est que TikTok, ça a pas pris... Genre, ça fait des années que ça se voit qu'il monte, quoi. Et YouTube était là en mode... en train de se tourner les pouces en mode... Oh, pas de concurrent, on va juste continuer comme d'habitude. Hein. On va cancel des gens et puis on va mettre des systèmes en place automatiques qui démonétisent tout le monde. Oh tiens, un concurrent qui arrive. Oh, no problemo. Et puis 2 ans plus tard, ils sont en mode oh, mince. TikTok est énorme. Faisons aussi des contenus courts. YouTube Short, c'est génial. Faites tous des YouTube Short. Hein. Bon, c'est pas très bien monétisé. Vous gagnez aucun argent à le faire, mais faites-le. Hein. Et aussi, vous êtes obligé de faire en vertical. Il faut mettre hashtag YouTube Short dans le truc. Et c'est assez embêtant, mais faites-le quand même. Hein. Donc, yep. Voilà. Je sais que je peux paraître un petit peu salty, mais c'est juste, je suis juste en fait triste de voir que pendant des années, YouTube avait les avantages, YouTube avait tout en main, et juste ils prennent et puis ils jettent. C'est un peu comme Google. Ils vont pas à fond dans les choses, en fait. Quand ils ont vu que Vine était hyper populaire, ils auraient dû déjà faire les YouTube Shorts. Ils auraient déjà dû faire un système en place qui met en avant les vidéos courtes, plus sur le mobile et pas forcément sur le PC fixe. Et ils l'ont pas fait. Et pour moi, c'était juste un très mauvais choix. Et c'est même pour ça que, selon moi, l'équipe dirigeante YouTube, surtout la CEO de YouTube, devrait être virée. Franchement, YouTube fait plus en plus d'argent, mais YouTube, selon moi, aurait pu faire beaucoup plus d'argent à Google, et il y a juste eu des choix très mauvais qui ont été faits. Donc, ouais. Même chose avec le streaming. Hein. Le streaming YouTube, c'est toujours... Je le sais, hein, j'ai fait un live ce week-end, si vous l'avez vu, live montage. YouTube, des fois, ne le met pas en avant. YouTube... les fonctionnalités de modération sur les lives sont horribles. Vous pouvez demander à mes modérateurs, c'est horrible de modérer un live YouTube. C'est franchement horrible comparé à Twitch. Au point même que franchement, je pense que mes prochains lives, montage PC, tout ça, je vais juste les faire sur Twitch. Ça marche tellement mieux. On est tellement mieux sur Twitch, donc ouais, franchement. Et encore une fois, YouTube avait tout le temps de voir venir que Twitch était en train de monter en popularité. Ils auraient pu faire un truc, ils avaient les moyens. C'est ça le truc, ils avaient des ressources. Ils avaient le public. Et ils l'ont pas fait. Et c'est exactement la même chose avec les YouTube Shorts. Et c'est un peu la même chose avec les YouTube Originals. Donc, ouais. On verra bien ce que ça donnera. J'aime toujours beaucoup YouTube. Je tiens à le préciser que je n'aime pas la direction de YouTube. Je n'aime pas les gens qui dirigent YouTube. Mais j'aime beaucoup la culture YouTube. OK? J'adore même la culture YouTube. Moi, je regarde surtout YouTube. Je regarde pas la TV. Je regarde YouTube. Je suis la génération YouTube aussi. Je dirais même la première génération YouTube qui a vraiment regardé la plupart de ses contenus sur YouTube. Et quand je vois ça, je me dis juste genre, YouTube quoi. Genre, ça se voit à 3 km que ça, c'est le truc qui va être hyper populaire. Et juste vous faites rien quoi. Donc ouais, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais selon moi, ça ne va pas. Les YouTube Shorts, il faudrait vraiment un miracle pour que ça prenne honnêtement. Après, moi, je serais bien tenté d'en faire par contre. Ça peut être marrant. Même si je pense que c'est juste... Il n'y a aucun intérêt à le faire. Et d'ailleurs, en parlant d'aucun intérêt à faire, la carte graphique aussi qu'AMD a fait, la RX 6500 XT,
qui est sortie et qui est un désastre. On peut vraiment le dire. Si vous avez vu la review de la RTX 3050 et vous êtes dit « Wow, Nvidia n'a pas fait d'efforts », repensez à ça, parce que AMD a fait encore moins d'efforts. Au moins, Nvidia, ils ont fait le strict minimum. Mais là c'est champion. Quels sont les problèmes de cette carte graphique? Basiquement, c'est une RX 580 sortie en 2022 pour 2 fois le prix d'une RX 580 la dernière fois qu'elle était vendue en stock. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça. Et c'est même pire qu'une RX 580, parce que cette carte a seulement 4 Go de RAM, ce qui est très limitant, même dans des jeux pas forcément hyper récents. Et en plus de ça, parce qu'il n'y a pas que ça, hein, ça n'en finit pas, cette carte a un énorme problème. Elle utilise un slot PCI Express x4. Donc vous voyez, il y a un x16 en dessous, là, on le voit. Hein. Mais en fait, intérieurement, elle fonctionne en x4. Et du coup, il faut le PCI Express 4.0. Si vous la mettez sur une carte mère en PCI Express 3.0, même avec un slot x16, elle fonctionnera en x4. Et du coup, vous devez bien vous douter, en x4, sur du PCI Express 3.0, les performances sont désastreuses. Du coup, cette carte qui est faite pour l'entrée de gamme ne peut pas être mise sur un PC d'entrée de gamme en PCI Express 3.0. Du coup, c'est juste stupide en fait. C'est vraiment stupide. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais elle utilise le même slot PCI Express au final qu'un SSD NVMe récent. Genre, vous pourriez le mettre dans le slot d'un SSD, elle aurait toute la bande passante qu'il faut pour fonctionner. C'est à ce point-là. Donc, c'est vraiment... c'est peut-être un truc à faire, d'ailleurs, je pense. Mais bon, bref, c'est vraiment n'importe quoi, honnêtement. Donc, yep. Mais le pire, là-dedans, c'est que cette carte, au final, est assez bien en stock. Genre, AMD en fabrique pas mal. Ce qui m'étonne pas vraiment. Je veux dire, elle est tellement simple au niveau du design. Elle a un GPU ridiculement petit aussi, avec pas beaucoup de stream processor et tout. Et 4 Go de RAM, elle utilise 2 puces de RAM d'ailleurs. Sur la carte, vous avez 2 puces. Seulement 2 puces. Donc c'est 2 puces de 2 Go. Du coup, elle est tellement simple à produire que j'ai l'impression qu'ils ont pas mal de stock. Donc si vous voulez l'acheter, actuellement elle est en stock et vous pouvez la trouver au prix où elle a été annoncée, plus ou moins un peu plus cher. Donc elle est vendue en dessous de 300 €. Donc vous pourriez vous dire, oh, ok, ça peut valoir la peine, mais le truc c'est que non, en fait. Selon moi, elle n'a pas plus d'intérêt que les autres cartes graphiques qui sont vendues à l'heure actuelle, parce que la plupart des autres cartes graphiques sont vendues 2 fois leur prix. Et selon moi, celle-là, elle est vendue 2 fois son prix. C'est une RX 580. La RX 580, je me souviens en avoir recommandé en 2019 pour 150 €. Même sur LDLC, des fois qui était vendue. Je me souviens même avoir recommandé une RX 570 8 Go pour 140 €, il me semble, une fois sur LDLC. Il y en a qui doivent se souvenir de celle-là, une de chez MSI. Quand vous voyez ça, vous êtes en mode, c'est juste n'importe quoi. Alors évidemment, il y a d'énormes problèmes de production, donc vous ne pourriez pas fabriquer une RX 580 en 2022 pour le même prix que 2019. Mais même en comptant tout ça, cette carte est juste genre strict minimum. C'est même pas strict minimum, on va juste faire la carte la plus facile à produire possible. Maintenant, un dernier truc ridicule avec cette carte que je tenais à montrer, voilà son niveau de performance, pour ceux qui se demandent, sur Tech Power Up. Donc comme vous pouvez voir, elle est un peu au-dessus d'une GTX 1650 Super, donc juste au-dessus de la 580, mais elle est en dessous d'une RX 5500 XT. Oui, une RX 5500 XT, l'ancienne génération. AMD a sorti une nouvelle carte graphique qui est censée remplacer la 5500 XT, qui est moins performante que celle-ci. C'est quand même... c'est un nouveau niveau, comme vous pouvez voir. Donc, yep. Pour moi, c'est une honte, franchement, cette carte graphique. C'est juste tellement de mauvais choix. Le slot PCI Express x4, extrêmement mauvais choix. Ils auraient dû faire du x8. Comme ça aurait bien fonctionné sur une carte mère en PCI Express 3.0. Ils auraient dû lui mettre 8 Go de RAM. Même si, techniquement, elle ne les mérite pas vu le niveau de puissance, au moins, elle aurait été un peu plus future-proof. Et ils auraient dû surtout faire en sorte qu'elle dépasse au moins la 5500 XT, parce que là, c'est ridicule, quoi. C'est vraiment ridicule. C'est une nouvelle carte graphique qui est moins bonne que les anciennes cartes graphiques. Voilà, bref.
on en est arrivé à ce point-là, en fait, au niveau carte graphique. Donc, yep. Si vous êtes intéressé de l'acheter, honnêtement, moi, je dirais de pas de l'acheter. Franchement, je vois aucun intérêt de l'acheter. Encore une fois, elle est en stock et elle est pas chère, mais dites-vous qu'elle est vraiment pas performante non plus. Donc, c'est pas parce qu'elle est pas chère qu'il faut l'acheter, en fait. Elle est vraiment 2 fois plus chère que ce qu'elle devrait être vendue, ce qui est la même chose que toutes les autres cartes graphiques. Et j'en ai parlé avant, par exemple, vous avez la 6700 XT qui est beaucoup plus chère, mais la 6700 XT, au moins, elle n'est pas 2 fois plus chère que son prix de base, et elle est beaucoup plus performante. Donc, il y a des meilleures cartes graphiques à acheter. Juste attendez, franchement, attendez, et il y aura certainement des meilleures offres que ça, parce que ça, c'est désastreux, quoi. Maintenant, on en arrive aussi à la RTX 3050. J'ai fait un test dessus, si vous ne l'avez pas vu. J'essaierai de mettre le lien dans la description, sinon vous allez sur la chaîne. Et c'est le strict minimum. C'est une carte qui a le niveau de performance minimum qu'il faut pour sortir à ce prix-là de la part d'NVIDIA. Ils ont quand même mis 8 Go de GDDR6, donc elle est future-proof un minimum au moins. Donc ça, c'est cool. Ils ont rajouté le ray tracing et de l'SS dessus par rapport à la GTX 1660 Ti qu'elle est censée remplacer au niveau prix. Voilà, ils ont fait le minimum, ils ne sont pas embêtés plus que ça. Donc, au final, en temps normal, j'aurais juste été en mode « Ouais, vous auriez pu faire mieux ». Mais quand j'ai vu AMD derrière faire la 6500 XT, j'étais en mode « Ouais, au final, ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être largement pire. » Donc, yep, c'est pas une carte incroyable. Mais par rapport au GTX 1660 Super ou 1660 Ti qui sont vendus 500 €, ça va encore. Alors maintenant, ce qui va pas encore, mais alors pas du tout, alors j'ai pas la news ici, j'ai oublié de sortir, où est-ce qu'il est? Ah là, le voilà. Voilà, Alternate avec les prix et les stocks. Et comme vous pouvez voir, la RTX 3050 n'est pas en stock. Donc les modèles de base sont bien affichés au prix où ils sont censés sortir, 279 €. Donc ils ont respecté ça, ce qui est exceptionnel ces derniers temps, mais il n'y a pas de stock. Donc en fait, vous ne pouvez pas l'acheter, vous ne pouvez même pas la précommander ou autre chose. Donc en gros, c'est comme s'il n'existait pas à ce prix-là. Je ne sais pas si c'est Nvidia qui a quand même forcé les constructeurs à dire vous devez avoir au moins un modèle au prix de base, et puis après vous faites ce que vous voulez avec les modèles haut de gamme. Je ne sais pas trop si Nvidia a fait ça, mais il semble qu'il y ait quelque chose qui a un peu changé. Mais par contre, oui, c'est ridicule d'avoir une RTX 3050 de base à 279 € et le modèle le plus haut de gamme est vendu 500 et des euros. C'est de la folie quand on y pense. Mais bon, bref, pas beaucoup de stock, mais alors vraiment pas. Il y en a même plus sur les sites que j'ai regardés. J'ai regardé aussi sur Case-King et tout, mais il y en a plus. Donc, yep. D'ailleurs, voilà la 6700 XT que j'avais vue, la Red Devil, qui est à 799 € réellement ici, donc limite la plus intéressante à l'heure actuelle, même si je dirais d'attendre. Donc ouais, que ce soit pour la 6500 XT ou la 3050, elles ont des problèmes différents. La 3050, son problème, c'est qu'elle est juste pas en stock et elle est vendue trop cher. Et la 6500 XT, c'est qu'elle est vendue trop cher et qu'elle est vraiment mauvaise pour le marché qu'elle vise. Genre, si vous avez un PC milieu de gamme avec du PC Express 3.0, ne la prenez pas. Donc ouais, bref. Dans tous les cas, au moins Nvidia a fait le minimum syndical, on peut le dire. Et c'est quand même une carte solide, avec même son strict minimum. Mais yep, il faudrait qu'elle il faudrait qu'elle soit en stock et à un prix raisonnable. Ou sinon, il n'y a aucun intérêt. La prochaine news concerne Intel. Nous avons eu quelques leaks en plus de l'arrivée de ces cartes graphiques Intel Arc qui, je vous rappelle, devraient arriver 2022. Elles ont du retard toutefois, donc ça c'est un petit peu dommage. Donc on devra avoir un nouveau concurrent et un concurrent plutôt sérieux au niveau des GPU et ça c'est très intéressant. Et je rappelle que Intel est techniquement l'un des plus grands constructeurs de GPU qui existent. Enfin, voilà quelques temps, vu que maintenant ils ont vendu moins de CPU à cause d'AMD, mais il y a un GPU Intel dans pas mal de CPU Intel intégrés. Donc c'est-à-dire qu'ils ont pas mal d'expérience en réalité. Bref, dans tous les cas, nous avons 4 modèles qui devraient arriver. Nous avons le modèle le plus intéressant, c'est celui avec 512 execution units, qui devrait normalement se rapprocher d'une RTX 3070. Donc une vraiment très bonne carte graphique avec 16 Go de GDDR6 notamment, une bonne bande passante. En général, la bande passante indique assez bien la puissance d'une carte selon moi parce que c'est très rare qu'un constructeur s'amuse à mettre énormément de bandes passantes à une carte graphique juste pour donner l'impression qu'elle est puissante. S'ils lui mettent cette bande passante, c'est qu'elle en a besoin. Donc, yep, c'est plutôt un bon indicateur selon moi. Et elle a l'air vraiment intéressante. On a aussi quand même d'autres modèles plus raisonnables, notamment un modèle à 384 execution units.
Mais globalement, pas du ultra haut de gamme ici, surtout du milieu de gamme, comme vous pouvez voir. Techniquement, la 3070, c'est un peu du milieu de gamme, enfin selon Nvidia, même si c'est plus du haut de gamme. Et pas mal de milieu de gamme ici, donc ça, c'est une bonne chose. C'est ce qu'il nous faut. Il nous faut des cartes milieu de gamme. Les cartes graphiques coûtent de plus en plus cher, même sans tenir compte de tous les problèmes de stock et tout ça, ça coûte de plus en plus cher. Les RTX 2060 et 3060 notamment on a l'impression que le prix est poussé de plus en plus haut, ou en tout cas les niveaux de performance ne suivent pas forcément. Moi je me souviens que la GTX 1060 était vendue 200 € à l'époque. Genre on pouvait en trouver à 200 €. Imaginez une RTX 4060 à 200 €. Personne n'arrivera à imaginer ça, c'est juste pas possible. Donc il nous faut un nouveau concurrent et j'espère que Intel va y aller à fond vraiment et va essayer de casser le marché, essayer de le prendre, parce que ce serait une bonne chose pour tout le monde. Maintenant, en parlant de quelque chose que par contre personne n'a besoin par rapport à un nouvel acteur dans le marché GPU, c'est un écran 1080p de 27 pouces qui peut monter jusqu'à 500 Hz. Donc il peut afficher basiquement 500 images à la seconde. Ça, c'est réellement quelque chose que je ne vois pas trop l'intérêt. J'ai pu tester personnellement, et j'avais fait une vidéo par le passé, un écran 360 Hz. Et là, j'avais même, il me semble, dit dans la vidéo que, genre, on voit la différence, mais on commence à beaucoup moins voir la différence. Donc, quand vous passez de 60 à 120 Hz, c'est genre, c'est le jour et la nuit. Quand vous passez de 120 Hz à 240 Hz, c'est en mode, oh, c'est bien, mais ça commence à être limité. Et puis quand vous êtes à 360 Hz, vous êtes en mode, ok, c'est censé être vraiment bien, mais je vois une petite différence, donc voilà. Le truc, c'est qu'il y a aussi beaucoup de marques qui jouent maintenant beaucoup plus sur la latence plutôt que la quantité d'images que vous affichez à la seconde, parce que vous pourriez vous dire, ah, mais si j'affiche 500 images à la seconde, il n'y a pas beaucoup de latence. Pas forcément vrai, parce qu'il peut avoir une latence avant que l'écran affiche vraiment l'image selon vos inputs. Donc ça ne veut pas toujours dire pas beaucoup de latence de faire tourner un écran à 500 Hz. Donc tenez-en compte de ça. Et la latence est beaucoup plus importante dans les jeux. Mais du coup, oui, 500 Hz, je pense qu'on atteint la limite en fait de ce qui est vraiment utile. Vous voyez, c'est un peu comme les smartphones. Pendant des années, les smartphones ont augmenté en résolution. 1080p, genre d'abord 720p, 1080p, 1440p, et puis finalement, les téléphones se sont arrêtés là. Genre, il n'y a que Sony qui se sont amusés à sortir des téléphones avec des écrans 4K parce que tout le monde était en mode ça sert à rien en fait. Genre, vraiment, on voit pas la différence et ça sert à rien. Du coup, j'ai un peu l'impression que c'est la même chose avec les écrans. Au-delà de 360 Hz, franchement, je vois pas l'intérêt en fait. Donc, yep. Peut-être qu'un joueur e-sport verra l'intérêt, mais pour le commun des mortels, non. Il y a aussi le problème de faire tourner un tel écran parce que faire tourner un jeu en 1080p à 500 fps, c'est quand même... Voilà, il n'y en a pas beaucoup qui tourneront à 500 fps. Moi, les seuls que je vois, c'est Minecraft, CSGO, League of Legends peut-être, et puis c'est à peu près tout, franchement. Il doit en avoir d'autres, mais... Yep, c'est une énorme quantité d'images à la seconde. Et le problème aussi que vous allez rencontrer à ce stade-là, c'est que c'est pas forcément le GPU qui vous limite, c'est plutôt le CPU qui n'arrive pas à suivre, franchement. Parce que quand vous augmentez la résolution, quand vous passez à du 4K, de 8K, c'est juste le GPU qui est beaucoup plus chargé. Le CPU, il n'a pas besoin de travailler plus. Mais quand vous augmentez le nombre d'images à la seconde, le GPU, évidemment, a beaucoup de travail à faire, mais c'est aussi le CPU qui, derrière, doit être en mode « Ouf, il faut que je t'envoie les assets, il faut que je t'envoie les positions des joueurs, tout ça. » Et là, il commence à ne plus suivre, en fait. Donc, je pense que vous ne devriez, mais alors vraiment pas acheter un écran 540 Hz, franchement. Même si vous êtes très sérieux au niveau des jeux vidéo, je pense que votre argent serait mieux utilisé dans n'importe quoi d'autre. En plus, c'est du 1080p, quoi. Donc, passez plutôt un écran 1440p, ça vous donnera une meilleure upgrade au niveau visuel. Vous serez content, et vous avez des écrans 1440p maintenant qui sont même à du 360 Hz. Si vous voulez vraiment beaucoup de Hz. Donc ça, ce sera déjà beaucoup plus utile. Et du coup, on va en rester là pour ce tech ça marche aussi. J'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez laisser un pouce rouge. On se retrouve après un prochain et je vous dis ciao ciao.